l'objectif de cette présentation maintenant, c'est de donner brièvement une explication de ce qu'on appelle l'humanitaire. Je voudrais demander votre intelligence. Ce PowerPoint a été préparé par un ordinateur, sur un ordinateur qui a un clavier un peu difficile, donc je n'ai pas pu mettre des accents dans certains endroits. Les S, c'est pas bien grave. Je pense que certains accords ont été bien faits. Voilà, parce que je sais qu'il y a des teneurs de la langue de Molière parmi nous qui sont très allergiques aux petites erreurs. Donc, veuillez m'en excuser. Alors, après la présentation brève de l'humanitaire, du milieu humanitaire, nous allons passer en revue rapidement comment entamer une carrière dans les ONG ou bien les agences onusiennes. On va parler du côté physique, mental, intellectuel et familial. Et puis, rapidement énumérer les risques liés à ce travail. Les risques, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour effrayer quelqu'un, mais les risques, c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Quand tu connais les risques, tu t'apprêtes en fonction. Un inventaire de risques et un bon plan de réponse approprié permet de diminuer les risques ou bien de transférer les risques. Prochain diapo. Alors, le milieu humanitaire, c'est un milieu très riche en lexique. Immédiatement, quand on parle d'humanitaire, on pense à une urgence. Une urgence, une crise telle que conflit armé, une crise, une calamité naturelle et qui va nécessiter une assistance, bien sûr. Nous l'avons vu récemment en Turquie, nous l'avons vu en Syrie après le tremblement de terre, nous l'avons vu en Ukraine, qui est une guerre qui est toujours d'actualité. Mais au-delà de cet aspect d'urgence, de crise et d'assistance, les humains autour de l'humanité, on pense immédiatement au confort, à l'aisance de ceux qui s'y trouvent. C'est vrai, les rémunérations sont bonnes, mais ça varie d'une organisation à une autre. Et si on se met dans notre contexte africain, on se dit, oui, les rémunérations sont tout à fait acceptables à comparer à ce que nous vivons dans nos différents pays. Personne ne travaille pour ne pas avoir un confort, pour ne pas avoir de quoi scolariser ses enfants, de quoi soigner ses enfants. Donc le confort, l'aisance aussi, n'est pas à négliger. C'est un milieu complexe. Complexe parce que ce sont des donateurs qui envoient des fonds et donc on est amené à avoir une gestion transparente, à faire des rapports corrects. Des amis, Dr Sangaré, je pense qu'il est en ligne, Madame Abba Esther de Alima aussi est en ligne. Elles pourront vous partager, ces deux personnes pourront vous partager leurs expériences. Parce que comme je le disais d'entrée de jeu, c'est mon expérience de 11 ans que je vais passer avec vous, que je vais partager avec vous, avec aussi le centre de linguistique que vous avez mis en place. Complexe parce que la politique s'y mêle souvent. Et comme le disait un grand homme africain, la politique, si tu ne la fais pas, elle te fait. Donc, d'une façon ou d'une autre, on fait la politique. Complexe parce que on travaille dans un contexte d'insécurité souvent vraiment totale. C'est donc à la fois un principe, un contexte et une multitude d'acteurs. Qui parle de multitude d'acteurs, on parle de diversité culturelle. Et cette expression, elle est très importante à savoir pour quelqu'un qui veut embrasser cette carrière dans l'humanitaire, la diversité culturelle. Élisée, il faudra bien me dire, puisque j'ai 20 minutes, pour que je sois dans le temps. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à quelle heure j'ai commencé. Pas de problème, vous pouvez procéder. Alors, donc, voici brièvement le contexte humanitaire, mais pour ceux qui veulent se référer à l'histoire de l'humanitaire, j'ai mis juste une petite référence là. Vous pouvez lire et ça va vous donner d'autres aspects, mais ce n'est pas l'objet de notre webinaire. Prochain diapo. Prochain diapo, s'il te plaît. Voilà. Comme je le disais, c'est un milieu complexe, c'est un milieu riche et qui engrange, qui sélectionne, qui emploie beaucoup de différents métiers. La liste que vous voyez là, elle n'est pas exhaustive. Cela pour dire que chacun peut retrouver son goût, sa profession, son métier au niveau des agences humanitaires. En partant de la comptabilité, des finances, des admin RH, de la logistique, de l'informatique,
la communication, de l'interprétation, là, ça attire notre attention sur le fait que l'anglais est l'une des langues aujourd'hui qui est parlée à travers le monde entier. Et quelqu'un qui parle très bien l'anglais aujourd'hui, en plus d'enseigner dans nos différents pays, comme on le voit, il y a d'autres opportunités qui peuvent se présenter à cette personne-là. La profession médicale. Allô, on m'entend? Oui, on vous reçoit. S'il vous plaît, monsieur Bleucy. Ok, d'accord. Vous pouvez procéder. J'entends quelqu'un parler, là, c'est pourquoi je peux continuer? Tout à fait. D'accord. La profession médicale part de l'infirmier, des sages-femmes, des médecins généralistes, des médecins spécialisés tels que les anesthésistes, les urgentistes, les gynécologues, les chirurgiens. Toute une panoplie de carrières se présente dans cette ligne-là. Et les métiers de coordination, généralement, ce sont des métiers qui font suite à une promotion au niveau d'une organisation. On ne vient pas à Médecins sans frontières ou à Lima le premier jour pour être chef de mission. Soit vous avez déjà fait vos preuves ailleurs, dans une organisation, vous pouvez venir être comme chef de mission. Mais pour la majeure partie du personnel, on commence par des grades inférieurs et on arrive à l'étape de chef de mission ou bien coordinateur projet. Docteur Sangaré en ligne, il pourra partager son expérience avec vous, ainsi que Madame Esther Abba. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, j'ai parlé des risques tout à l'heure. Avant d'aborder ces risques, je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi nous. Je n'ai pas mentionné dans le diapo précédent le poste des enseignants. Mais ça ne veut pas dire qu'un enseignant ne peut pas avoir un poste à l'international. Pour quelqu'un qui voudrait bien, s'il est en ligne, on pourra en parler dans les questionnaires. Les risques liés au travail. Et cela est très important. Et comme je le disais, les risques, c'est pour attirer l'attention des gens sur le fait que ces risques existent. Et si ces risques existent, quelles sont les mesures en place pour motiver, pour sécuriser le personnel, pour faciliter le travail du personnel? Il n'y a pas de risque zéro. Mais il y a certains risques qui sont, dont la gestion est du ressort du personnel et d'autres dont la gestion est du ressort de l'organisation. Donc, tout est mis en œuvre pour que tous ces risques-là soient minimisés, soient diminués ou soient transférés. Donc, ça ne devrait pas normalement vous effrayer. Prochain diapo. Comme le disait Élisée d'entrée du jeu, le centre qui nous invite aujourd'hui, c'est le Good Shepherd Language Center. Donc, être bilingue est un atout incontournable. J'ai dit tout à l'heure, l'une des conditions, c'est la formation de base. Chacun a déjà une formation de base. Quand on prend 2 médecins ou 2 infirmiers, 2 sages-femmes, on considère que les 2 ont leur diplôme. Quels sont les atouts supplémentaires que chacun a? Ça peut être technique ça peut être des techniques, ça peut être des qualités interpersonnelles. Ça, chacun va se vanter de l'avoir. Et au niveau linguistique, au niveau de la communication, tu es capable de quoi? J'ai mis là pays francophone et j'ai mis des anglophones plus. J'ai travaillé au Mali pendant près de 3 ans dans la mission des Nations Unies. Il y a des anglophones là-bas en quantité vraiment suffisante, mais qui ne parlent aucun petit mot français. Mais ces personnes-là sont dans la mission. Tout simplement parce qu'on fait tous les rapports en anglais. Je vous dis bien, on fait tous les rapports en anglais. Pourtant, nous sommes dans un pays à 100% francophone. Je viens juste d'arriver de Kampala, qui est un pays, qui est la capitale de l'Ouganda, un pays anglophone. Là-bas également, il y a des francophones et il y a des anglophones. Mais personne ne parle le français, paradoxalement. Nous, les francophones, quand nous nous rencontrons là-bas, nous mettons tous à parler en anglais. Tout simplement parce que la langue anglaise a dominé. Et si on ne le fait pas, on ne sera pas performant parmi nos collègues anglophones quand on ira à des meetings, quand on doit faire des présentations. Juste ces 2 petits exemples pour vous montrer à quel point la langue anglaise est importante. Aujourd'hui, vous avez ces possibilités en ligne, en présentiel. Il suffit de s'accorder juste 20-30 minutes chaque jour, mais chaque 2 jours, de façon régulière, et vous verrez l'impact que cela va avoir sur votre carrière dans l'humanitaire. Prochain diapo, s'il vous plaît.
Voilà. Défi avant d'intégrer ces ONG. Généralement, quand je parle d'induction, c'est quand vous avez déjà fini de passer tous les tests et que vous êtes prêt à entrer. Généralement, ces modules d'induction sont faits au niveau de chaque organisation. Il y a des organisations qui le font très bien. Je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas travaillé dans toutes les organisations pour ne pas dire ce que les autres font et que je n'ai pas cité. Donc, généralement, ça se fait dans des organisations. Maintenant, nous sommes rentrés dans ces organisations sans avoir réellement des guides. On a apprécié les choses de loin et nous sommes entrés tête baissée sans véritable guide. Ceux qui ne sont pas encore entrés, je peux dire de nos jours, vous avez la possibilité, l'opportunité d'avoir une bonne orientation, d'avoir une bonne induction pré-emploi et cela est très, 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 très important pour ceux qui veulent intégrer ces ONG ou ces organisations onusiennes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais vous quelques liens utiles pour vous encourager déjà à postuler pendant que vous vous apprêtiez sur le plan linguistique. Vous verrez qu'ils vont vous dire qu'il y a les différents niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mais je pense que chacun a déjà une base. Quand vous vous mettez, vous allez. Ne dites pas que je ne suis pas dans un contexte anglophone dont je vais oublier. Non. Il faut avoir les bases. Dès que tu as une bonne base, dès que tu rentres dans un milieu contexte, ça accélère l'apprentissage. Et ces bases-là, je pense que ces bases pourront être données par Good Shepherd Language Center. Ainsi, je suis à la fin de ce que j'avais prévu partager avec vous. Je pense qu'avec les questions, avec le soutien du Dr Sangaré et Mme Esther Abba, nous pourrons vous donner quelques détails d'autres pratiques pour faciliter votre compréhension du milieu humanitaire, pour faciliter votre préparation, pour faciliter, si possible, votre intégration. Merci pour avoir partagé votre temps de ce week-end avec toute l'équipe qui organise cette webinaire. Merci. Merci. Moi, c'est Abdul Karim Sangaré. Je suis médecin de formation et je suis malien de nationalité. Et voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2008 en tant que SAFNAT avec les Médecins sans frontières Luxembourg et puis après c'est Belgique. J'ai tourné en national avec beaucoup d'autres ONG. Je mets un peu l'accent sur ça parce que ce serait un peu déterminant. Je travaille aussi avec la Croix-Rouge, avec un poste stratégique, chef du département des opérations. Et aussi, j'ai travaillé avec d'autres ONG comme Terre des Hommes et Médecins du Monde, où j'ai quand même eu la chance de travailler avec un aîné, un chef qui nous a facilité le lien. Je tairai son nom, mais il reconnaîtra à travers, bien sûr, ça, puisqu'on a travaillé ensemble avec Médecins du Monde en France, au Mali. Et aussi, j'ai commencé une carrière internationale. Et les ONG avec lesquelles j'ai fréquenté, c'est les Médecins du Monde, les Médecins sans frontières Espagne. Première urgence, et puis je suis actuellement avec Alima. Donc, dans le monde humanitaire aussi, j'ai travaillé dans d'autres pays, comme j'ai commencé la carrière internationale en RDC à 2 missions. J'ai fait une mission au Sud-Soudan et une mission en Centrafrique. Je suis au Burkina depuis octobre 2020, mais actuellement je suis en Centrafrique pour appuyer la mission d'Alima. Donc bref, je travaille dans le domaine humanitaire, la santé sexuelle repos, la santé d'une manière globale, la nutrition, la violence basée sur le genre, le contexte d'urgence et catastrophe de tout genre. Bref, c'est juste mon expérience. Et l'objet de ce webinaire, c'est d'aller comment chercher le travail à l'international. Et on a eu la facilité avec Good Shepherd Language Center. Hier, bien sûr, ils ont donné leur domaine d'intervention dans l'apprentissage
en anglais. On va revenir, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est un élément incontournable si on doit d'abord faire sa carrière, pas seulement à l'international, si on doit faire sa carrière professionnelle, que ce soit du domaine de la santé, que ce soit du domaine de l'éducation, du domaine où que tu sois ingénieur, whatever, les meilleurs documents sont en anglais. Ça, c'est une première des raisons. C'est pas pour se dire qu'on n'est pas paresseux, mais les anglophones ont plus écrit, ont plus documenté, et les meilleurs documents sont en anglais. Donc, ça fait que l'apprentissage en anglais, mine de rien, c'est une base solide pour d'abord son expérience professionnelle quand on est dans le travail, pas seulement humanitaire, de façon globale. Je vais revenir un peu me focaliser sur le thème du jour, comment trouver un poste. Je vais faire économie de beaucoup d'autres étapes dont mon prédécesseur a déjà parlé, mais je vais demander aux candidats d'asseoir d'abord une base solide en tant que national. C'est déterminant parce que si on doit chercher quelqu'un pour aller travailler dans d'autres contextes, c'est que c'est pour aller renforcer les capacités. Donc il faut qu'on soit en expérience, on soit à jour, en termes de connaissances, on soit à jour, parce qu'on part non seulement répondre à des urgences, mais aussi renforcer la capacité d'autres staffs. Donc, la base, il faut vraiment avoir cette solide. Et ce n'est pas pour décourager les gens, mais il ne faut pas tout de suite sauter pour le travail à l'international. Il faut d'abord travailler au niveau national, implémenter et réussir, faire des échecs, tirer des leçons, avancer. Et c'est l'ensemble de ces expériences acquises qui nous permettent de se vendre à n'importe quelle organisation, que ce soit en national et à l'international. Donc, le premier aspect sur lequel je vais baser cette communication, c'est de se préparer. Se préparer en termes d'expérience, se préparer dans cette préparation, il y a l'informatique. On n'oublie pas. Les illettrés de 2020, on a dit de l'année 2000, c'est ceux qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. C'est incontournable, qu'on soit santé, qu'on soit éducation, qu'on soit ingénieur, l'informatique, ça nous impose. Donc, ça fait partie de la base à se préparer. Aussi, on a dit, et je le répète, on va continuer à le répéter, la base en anglais. Ça fait partie de la préparation. Il y en a qui vont seulement exiger un niveau intermédiaire, c'est-à-dire ça te permet de faire, d'exploiter les documents sans l'apport de quelqu'un, de communiquer, mais ça ne peut pas te permettre d'avancer parce que s'il y a des rapports à écrire, voilà, ça va être compliqué et ça va nécessiter d'avoir un niveau très avancé en anglais qui va te permettre en toi d'avoir cette base. La deuxième chose que je vais vous demander, ceux qui veulent en tout cas embrasser cette carrière à l'international, c'est le perfectionnement. On s'est formé, on est sorti à l'école avec des bases, mais ça ne suffit pas. Je donne l'exemple, je suis médecin. On m'a appris à traiter le paludisme quand j'étais médecin avec la chloroquine. Mais quand je suis sorti pour pratiquer, chloroquine n'est plus d'actualité, il y a d'autres molécules. Mais on ne m'a pas enseigné ces molécules à la faculté de médecine. Il faut réapprendre. Et quand on faisait le diagnostic du plasmodium, c'était d'autres moyens qui ont été découverts comme les tests rapides. Il faut les apprendre. Donc, il faut se perfectionner. Il y a des formations sur la gestion des projets, la santé publique, la gestion environnementale. Je vais beaucoup m'appesantir sur la santé parce que c'est mon domaine. Il y a les autres domaines, l'environnement, le système éducatif. On doit se perfectionner. Il faut aller dans l'apprentissage, la découverte des articles, les publications, tout pour se mettre à jour.
Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses sur lesquelles je vais vraiment vous appesantir, c'est d'être curieux et proactif. Et pour ça, il faut, dans son travail, être rigoureux, être respectueux envers les supérieurs, être, si on dit respecter, c'est pas une soumission. C'est, dans notre jargon, on est respectueux envers le chef, mais on a des dignités. Donc, si on est responsable, on doit en tout cas rester, en tout cas garder cette ligne de respect mutuel. Et il faut aussi rester redevable. Si un supérieur hiérarchique te confie un travail, il a besoin des résultats. Et il y a tes propres résultats, comme mon prédécesseur l'a dit. Il faut être organisé, il faut être méthodique, il faut être créatif, il faut aussi être innovateur. Et dans ces genres de pratiques, ça te permettra de se mettre déjà dans une position de meilleur. Et quand on va faire des sélections, c'est les meilleurs qu'on va sélectionner et vous êtes déjà préparé, vous êtes déjà perfectionné avec la proactivité. Vous pouvez en tout cas être en bonne position pour décrocher des postes. Quatrième point, si je m'avise, c'est le milieu. Il faut fréquenter le milieu humanitaire. Si vous êtes du système éducatif, il y a des forats, il y a des ateliers. Il faut, si c'est lancé au public, il faut aller parce que c'est là où on va discuter des nouvelles choses, c'est là où on va débattre des questions d'actualité, des défis, et c'est là où tu vas découvrir des personnes et prendre des contacts et continuer à se référer, à demander, à poser des questions, se mettre à jour. Il y aura peut-être des nouveaux programmes qui vont être présentés. C'est l'occasion de connaître ces programmes et aussi aller sur l'Internet pour aller davantage approfondir. Donc, il faut fréquenter le milieu, il faut être dans le réseau à travers ces ateliers, ces participations. Même si on n'est pas invité, si c'est ouvert, il faut participer. Cinquième point sur lequel je vais aussi m'appesantir, c'est la quête d'opportunités. Mon prédécesseur l'a bien défini. Il faut aller chercher là où on publie les sites, les offres de postes à l'international. Là aussi, la connaissance de l'anglais, c'est indéterminable parce que certains sont en ligne, certains sont en anglais pour pouvoir faire. Il y a des sites qui publient comme Santé Suite. Si vous tapez sur Google, Coordination Suite, vous allez avoir des panoplies de sites qui publient des postes à l'international. Il y a toutes les organisations internationales présentent leurs sites en ligne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous partage l'information. Vous-même, vous devez être curieux, vous devrez être, comment on dit, à jour pour aller sur ces sites, aller chercher des profils qui correspondent à votre expérience. Je vais insister sur ces points parce qu'il ne faut pas postuler pour postuler. Il ne faut pas être trop ambitieux pour sortir. La première sortie est déterminante. Si moi je suis médecin traitant, je n'ai jamais été coordinateur, je n'ai pas d'expérience de coordinateur chez moi, mais à l'international, je postule à des postes de coordination. Cela va de soi. On ne va pas te sélectionner parce que tu n'as pas cette vocation, tu n'as pas cette expertise. Si j'ai chez moi travaillé en tant que coordinateur et j'ai consolidé ce poste pendant 2 ans, parce qu'ils vont exiger ça, pour pouvoir postuler à l'international, il faut avoir des assises au niveau national. Et ces assises, après, ça c'est les RH qui le disent, hein, globalement, après 2 années sur une position, on a consolidé. Donc, tu peux, sur la base de cette expérience, aller chercher poste par poste à l'international. Si tu es coordinateur, tu peux aller, après 2 années au niveau national, tu peux aller postuler coordinateur. Mais si tu n'as pas atteint, mieux vaut postuler à des positions qui sont inférieures. Si tu as été coordinateur, tu peux aller médecin référent.
tu as déjà consolidé cette position. Ça augmente ta chance. Le premier poste à décrocher à l'international, c'est ça qui est le plus difficile. Et dès lors que tu as fait, tu as été identifié, le reste, si tu as été rigoureux, tu as eu une bonne évaluation, tu as été exemplaire, avec la fin, une bonne note, tu as atteint tous tes objectifs. Après, le reste, ça va suivre. Donc, moi, je voulais vraiment, je ne sais pas combien de temps il me reste, je voulais vraiment mettre l'accent sur ce son. C'est basé sur mes propres expériences et de ne pas se décourager. L'échec, ça fait partie des enseignements. J'ai postulé aujourd'hui, je n'ai même pas été appelé. C'est pas grave. Parce que nous, on connaît, on est dans la boîte, il y a des postes qui sont publiés. On l'a publié, mais des candidatures à l'interne plus valables ont postulé. Donc, ils vont plus se donner la peine d'aller regarder des candidatures externes parce qu'il y a déjà des gens à l'interne qui sont disponibles et qui ont déjà fait plusieurs missions. Donc, ça fait que on peut postuler, même si on pense qu'on est valable, on n'a pas été appelé. Mais cela ne doit pas nous décourager. Il faut continuer à postuler. Et d'autres conseils que je vais donner, c'est qu'il faut actualiser ton CV. Si on dit qu'on a besoin d'un médecin qui travaille dans le domaine de la nutrition, il faut valoriser tes expériences qui partent dans ce domaine-là. C'est vrai, il y a la complémentarité des autres, mais mettre l'accent sur ce profil, ce qu'on a cherché là, ces expériences, tu actualises ton CV. Mais ce n'est pas de créer un CV qu'on va partager à n'importe quelle position qu'on va postuler. Non, on actualise son CV, on met en valeur certains. Il y a certains passages dans le CV par rapport à certains postes, ce n'est même pas la peine parce que peut-être même ça va te défavoriser. OK? Donc là, à chaque moment, il faut actualiser ton CV après un poste, après chaque année, après une expérience vécue, après une... Aussi, le deuxième conseil que je donne avant de terminer, c'est la lettre de motivation. Les lettres de motivation, les gens partent sur le net par rapport à généraliste, voilà. Non. La lettre de motivation doit compléter le CV, ça ne doit pas répéter le CV. Il faut aller chercher sur le profil les tâches, les compétences sollicitées et montrer à travers ta lettre de motivation là que tu as la capacité de pouvoir faire ça. Ton CV complétera, mais tu dois pouvoir chercher ces mots-clés dans le profil qu'on a partagé. Si on a dit travailler dans un contexte d'urgence, et il faut que toi, tu puisses montrer dans ta lettre de motivation que tu es quelqu'un qui peut travailler sous stress, sous pression, dans des contextes d'instabilité et autres. Ça te valorise. Mais il faut aussi, dès qu'on a l'opportunité, je pense qu'on ne pourra pas tout aborder, le reste, ça pourra venir avec des questions. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs démarches, mais si on détaille tout, je pense qu'on va ennuyer les auditeurs et certainement il y a des questions qui doivent pouvoir nous permettre d'aller plus en profondeur. Donc, je voulais juste, si je ne suis pas dans le temps, veuillez m'excuser, je n'ai pas suivi l'heure, mais c'est un petit résumé que j'ai voulu partager pour aider les personnes qui désirent chercher du poste à l'international, comment se préparer et comment se faire. Et il faut pouvoir se perfectionner, il faut la curiosité, il faut fréquenter le milieu et le réseautage, il faut aussi être à la quête de l'opportunité à travers des sites, à travers des journaux pour se mettre à jour le CV, la lettre de motivation. Donc un petit résumé pour juste nous permettre de débattre et on va rester à votre disposition pour des questions. Et s'il y a encore des étapes sur lesquelles on n'a pas parlé,
et que les gens souhaitent qu'on puisse développer, on pourra le faire à travers des questions. C'est juste pour nous permettre d'introduire le sujet et de laisser le temps aux participants de pouvoir poser des questions. Je vous remercie pour d'abord la confiance placée en moi pour partager ces expériences. Je suis également quelqu'un qui est à la quête du savoir, du professionnel. Je suis coordinateur médical, mais j'ai aussi d'autres ambitions. Donc, pour aller encore, j'ai commencé médecin superviseur. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis coordinateur médical et dans des organisations qui sont médicales, donc une personne clé dans la mission. Et ça me donne encore l'envie d'apprendre et de progresser pour postuler à d'autres responsabilités qui peuvent être chef de mission, chef de programme, directeur pays. Il faut avoir l'ambition. Et il faut aussi nourrir ces ambitions à travers l'organisation. Et c'est par ces mots que je termine en vous remerciant pour la confiance placée en moi, en m'invitant à participer. Et je remercie aussi à tous ceux qui sont en ligne, qui ont prêté une oreille forte pour ces conseils. Et je reste disponible pour toute question complémentaire ou des détails ou des précisions. Je reste aussi à votre disposition. Nous, on continue à apprendre. Je m'en excuse s'il y a eu des propos qui n'ont pas été bien coordonnés, mais on est tous ensemble en train d'apprendre. Et c'est ça qui fait la beauté. Je vous remercie. Estelle, sage-femme de formation. Vous m'écoutez? Oui, on vous reçoit tout à fait, parfaitement. Vous pouvez procéder. Oui, D'accord, comme je disais, je suis Abba Laurence Estelle, sage-femme de formation. J'ai 7 ans d'expérience comme sage-femme. Je suis camerounaise. Pour ce qui est de mon expérience à l'international, ça fait pas longtemps. Cela fait juste quelques mois que je suis expatriée. Mais je travaillais déjà dans l'humanitaire dans mon pays. Comme sage-femme, j'ai travaillé avec International Medical Corps, IMC, et puis Médecins sans frontières. J'ai souvent eu à postuler pour des postes d'expatriation et j'ai pas été retenue toujours et ça fait vraiment mal d'échec. Un ami, pour ce qui est de mon expérience, comment j'ai fait pour pouvoir postuler cette fois-ci et y parvenir. Un ami m'a partagé le lien. J'ai postulé. C'est un jeudi qu'on a postulé et puis le mardi, MSF Dakar m'a appelé. On a passé une formation en ligne. Une fois que ça a été fait, on m'a proposé un test d'anglais. J'ai passé mon test d'anglais. Il était question d'avoir au moins un niveau intermédiaire. J'ai passé mon test d'anglais, puis l'entretien RH. Et quelques jours après, j'ai reçu un mail de validation qui disait j'ai été validée pour un poste de Midwife Activity Manager pour MSF. Donc, que je faisais partie déjà du pool international. On m'a proposé une première mission. Et puis, quelques temps après, avant mon départ, on a changé la mission en fait pour des raisons de sécurité et du besoin sur le terrain. On a changé la mission. Donc, ça peut arriver qu'on change votre mission, mais toujours est-il que dans les expatriations, on vous demande vos disponibilités pour qu'on travaille avec vous. J'ai rejoint mon poste ici où je suis actuellement. Je suis en RDC. Et puis, tout ce qu'on utilise, les ordinateurs qu'on utilise, les ordinateurs sont en anglais. Donc, il nous faut une certaine base en anglais, un certain niveau pour pouvoir nous en sortir, puisque quand tu vas cliquer, tu vas utiliser, c'est en anglais, c'est pas en français. Je me souviens que j'avais demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de transformer ça en français? On m'a dit non, c'est comme ça depuis la base. Donc, il faut un minimum pour pouvoir le faire. Il faut être bilingue. Et ça a été vraiment un atout pour moi d'être bilingue sur ce point-là. Sur place, on nous propose souvent des formations et puis chacun est libre de postuler ou pas pour la formation. Et la plupart des formations qu'on vous propose, même c'est en anglais souvent. Donc, si tu peux, si tu sens que tu peux, tu as le niveau qu'il faut, il faut
tu postules, si tu es validé, tu participes à la formation. Oui, ici, moi, je travaille dans la santé sexuelle et reproductive, plus précisément dans les violences sexuelles, les planning familial, la consultation postnatale, la CPN et bien d'autres activités qui sont dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Et j'encadre aussi une équipe de plusieurs sages-femmes, chose que dans mon pays, je ne faisais pas vraiment. Donc ici, c'est beaucoup plus volumineux. Le travail, il est beaucoup plus volumineux. On te retrouve souvent à travailler à des heures qui ne sont pas les heures habituelles au pays. Tu vois, on dit on finit de travailler à 10, on me dit on finit de travailler à 17 heures, mais on se retrouve à travailler parfois jusqu'à 20 heures. Là, c'est pas la mission qui demande, mais c'est parce que toi-même tu sens que tu as des objectifs à atteindre. Et si tu lâches là, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Donc, tu te donnes les moyens. Et parfois, même le week-end, comme aujourd'hui, j'étais sur le terrain, tu es obligé de te rendre pour pouvoir faire ton travail normalement. Ce que je peux donner comme conseil aux personnes qui sont bien intéressées ou qui voudraient faire dans l'humanitaire, c'est être bilingue. Donc, il est important vraiment d'être bilingue. Bien que tu sois francophone, on peut t'envoyer dans les pays francophones, mais la plupart des organismes sont dans des zones anglophones. Les projets sont dans des zones anglophones et il est important de pouvoir parler les deux langues. Ouais. Il faut aussi utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Quand on a sur WhatsApp et tout, on cherche dans les offres d'emploi. Il y a souvent des offres d'emploi dans certains groupes. C'est là, il faut beaucoup insister, il faut regarder. C'est vrai, on peut passer du temps avec les amis, mais on peut utiliser des réseaux sociaux pour faire des bonnes choses. Ouais. Et surtout, il faut pas avoir peur d'oser. Il faut oser parce que, comme on dit, chaque dossier a son ADN. Ton profil, c'est ton profil. Tu peux avoir des doutes sur ton profil. Tu peux avoir le même profil que quelqu'un et puis la personne est retenue et toi, pas du tout retenue parce que peut-être que c'est l'anglais qui a fait défaut, peut-être que c'est ceci qui a fait défaut. Il ne faut pas avoir peur ni décider de ne pas postuler parce qu'on a dit si tu n'as pas encore atteint un certain nombre de niveaux ou si tu n'as pas été... si tu n'as pas travaillé dans l'humanitaire dans ton pays, tu ne peux pas, parce que j'en connais qui n'ont pas fait l'humanitaire dans le pays, mais qui sont à l'international. Et puis, dernier conseil, c'est de protéger son dossier RH. Il est important que le dossier RH soit propre, parce que ça nous suit toute la carrière, toute notre carrière. Si tu as eu un dossier tacheté, ça va te suivre, et à cause de ça, on peut te refuser. C'est pas parce que tu travailles pour telle boîte que tu fais du désordre, que tu penses quand tu vas postuler ailleurs, on ne va pas rentrer dans ton dossier. Le dossier RH, il est toujours conservé. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. C'est tout ce que je pouvais dire. S'il y a des questions, on va répondre. Merci. Ok, merci